Alors ce soir, nous allons nous plonger dans l'univers mythique, quelquefois un peu fantasmé des clubs anglais, qu'on appelle aussi le Club Land, qui en réalité sont des clubs souvent réduits à la géographie de Londres ou à sa grande périphérie. Et nous allons en débattre avec un certain nombre d'intervenants que Alicia va vous présenter, mais qui, je crois, représentent une grande diversité de clubs anglais, mais aussi britanniques au sens large. Et je voudrais la remercier chaleureusement d'être avec nous ce soir. Je l'ai dit, Alicia, notre nouvelle vice-présidente, va animer cette conférence, cette conversation qui sera suivie d'un temps d'échange, bien entendu, avec les participants. Alicia est maître de conférence à Paris 1. Elle est aussi docteure en sciences politiques, agrégée d'anglais, et elle s'intéresse en particulier à l'histoire des idées politiques. Alicia, je vais donc te passer la parole pour que cet événement commence. Merci, cher Olivier, pour cette introduction et d'organiser le Cercle franco-britannique. Je suis absolument ravie et honorée d'en faire partie et je me réjouis de notre collaboration. Alors ce soir, si nous sommes ensemble, c'est pour évoquer le sujet des clubs anglais. D'un point de vue francophone, français, les Clubland représentent, comme Olivier l'a très justement dit, un certain fantasme, un fantasme de prestige et de mystère, puisque ces clubs sont privés par définition et exercent une certaine fascination outre-Manche. On peut trouver des éléments de cette fascination dans la littérature, par exemple avec Jules Verne, pour qui son héros Phileas Fogg commence son tour du monde en 80 jours dans le Reform Club, dont nous avons le très grand honneur d'avoir la présidente Nathalie Roman aujourd'hui qui va nous présenter ce club. Les questions que nous nous posons en France à propos de ces clubs sont diverses. Qui sont ces membres? Comment peut-on faire pour devenir membre d'un club? Est-ce qu'il faut avoir un profil particulier? Comment choisir son club, puisqu'il existe de très nombreux clubs, tous apparemment très différents les uns des autres? Et à quoi ressemble la vie d'un membre du club? Qu'est-ce que le club apporte concrètement à ses membres? D'un point de vue très général, et je vais me contenter d'un propos très liminaire aujourd'hui, on voit que le monde des clubs est caractérisé par une très grande diversité. Il y a une très grande disparité entre, par exemple, les clubs politiques, dont Nathalie Roman va nous parler, et des clubs davantage sociaux, des clubs anciens qui ont une très longue tradition, des usages très, très spécifiques, et des clubs modernes, se voulant moins guindés peut-être. Une très grande disparité géographique. Nous avons l'honneur d'avoir Rory Broomfield qui va nous parler de deux clubs, dont un qui se trouve à Édimbourg. Donc une disparité entre les clubs anglais, de Londres et écossais, mais aussi les clubs dans le monde, puisque nous avons l'honneur d'avoir Anne-Elisabeth Moutet qui fait partie du club de l'Union interalliée à Paris. Donc, une très grande différence entre les clubs français, les clubs anglais, les clubs américains. Et cette disparité, elle est aussi historique. On le voit par exemple avec la question de l'ouverture progressive des femmes. Traditionnellement, les clubs étaient réservés aux hommes et certains se sont ouverts aux femmes. Et beaucoup de clubs continuent à résister et cette problématique semble d'une très grande actualité puisqu'il y a quelques jours, un procès a été intenté au Garrick Club pour discrimination puisque une femme souhaitait devenir membre et a réalisé que cela n'était pas possible. Donc les clubs et leur accès, une question d'une grande actualité qui nous intéresse aujourd'hui. Et nous avons l'honneur d'avoir des invités extrêmement prestigieux pour nous parler de ces clubs de l'intérieur. Donc, Monsieur
Gregory Flash, qui est Senior Investment Management chez DTZ Investors, membre du Travelers Club, qui a été établi à Paris en 1903. Commencer, si vous êtes d'accord, par nous présenter les clubs en général et le sien. Ensuite, nous entendrons Madame Nathalie Roman, qui est fondatrice de Neovara LLP et qui est chairwoman, présidente du Reform Club, établi en 1836. Ensuite, nous entendrons M. Rory Broomfield, qui est fondateur et directeur du Commonwealth Research Centre Limited et qui est membre donc à la fois du Savile, établi en 1868, et du New Club, qui est à Édimbourg et qui a été établi en 1787. Et pour finir, nous entendrons Madame Anne-Elisabeth Moutet, qui est éditorialiste au Télégraphe et à Arte et qui est membre du Cercle de l'Union Interalliée. Nous clôturerons cet échange que j'espère aussi, que je pense que sera absolument passionnant, par une session de questions avec le public. Donc, notez vos questions et voilà, je remercie à mon tour chaleureusement tous nos invités d'avoir accepté de bien vouloir se joindre à nous pour parler du monde des clubs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, comme expliqué, je vais vous présenter d'abord, essayer de présenter ces cercles de manière un peu plus générale, donner un peu de contexte historique et culturel, et ensuite de vous parler quelques mots du Travelers Club de Paris, qui est effectivement un club de style anglais, mais quand même français, uniquement français, qui n'a aucun lien avec le Travelers Club de Londres, si ce n'est que le nom. Après ça, on parlera aussi des liens entre ces clubs, mais effectivement, ils sont très spécifiques et chacun est unique. Donc, pour parler des clubs anglais, soyons le plus précis que possible. On parle donc effectivement de ces clubs britanniques, en général associés avec un lieu physique, souvent situés pour les plus anciens, les plus prestigieux, dans une proximité assez aiguë avec Buckingham Palace à Londres et surtout autour de Pall Mall, donc cette longue avenue qui va de Trafalgar Square au portail de St. James. Il y en a d'autres, certes, mais c'est vraiment ça les endroits emblématiques de ce principe. Ces cercles, ces clubs vont connaître leur apogée au XIXe siècle. Je peux vous citer, donc on a déjà effectivement parlé de Phileas Fogg qui commence le tour du monde en 80 jours au Reform Club. On peut aussi parler de Sherlock Holmes. Donc par exemple, je vous ai trouvé un petit extrait dans les mémoires de Sherlock Holmes. Donc, ça, c'est la deuxième série d'histoire de Sherlock Holmes, qui est écrite donc à la fin 1994 de mémoire du XIXe siècle. Conan Doyle avait déjà connu un grand succès. Il avait même tué Sherlock Holmes dans les falaises suisses de Reichenbach, mais il a dû le ressusciter, telle était la demande pour ces histoires. Et on lit par exemple dans l'histoire du Greek Interpreter, de l'interprète grec, on nous présente, je me souviens plus si c'est pour la première fois ou pas, le frère de Sherlock Holmes, Mycroft. Et on lit le suivant. Pardon, je trouve la citation. Voilà. Mycroft lodges in Pall Mall and he walks round the corner into Whitehall every morning and back every evening. From year's end to year's end, he takes no other exercise and is seen nowhere else except only in the Diogenes Club, which is just opposite his room. Ensuite, donc, Sherlock Holmes et le Dr. Watson lui rendent visite. We had reached Pall Mall as we talked, and we were walking down it from the St. James's End. Sherlock Holmes stopped at a door some little distance from the Carlton, and cautioning me not to speak, he led the way into the hall. Through the glass panelling, I caught a glimpse
of a large and luxurious room in which a considerable number of men were sitting about and reading papers, each in his own little nook. Holmes showed me into a small chamber which looked out onto Pall Mall, and then, leaving me for a minute, he came back with a companion who I knew could only be his brother. Et j'insiste un peu sur cette citation parce que ils font la connaissance de Mycroft, qui leur montre une fenêtre dans ce club où il peut regarder ce qui se passe dans la rue. Et j'ai trouvé une citation qui me semblait assez appropriée pour notre discussion. The two sat down together in the bow window of the club. To anyone who wishes to study mankind, this is the spot, said Mycroft. Voilà. Le contexte que c'est un lieu où on peut faire la connaissance, étudier les êtres humains dans toute leur gloire, me semble une assez bonne explication de l'intérêt de ces clubs. Donc, d'où sont nées ces associations, ces clubs? Ils sont nés du fait que l'homme est un animal social. On peut lire dans la Bible, dans les psaumes par exemple, Ecce quam bonum et quam iucunum est pro fratres habitare in unum, dans le latin de la Vulgate. Regardez à quel point il est joyeux et bon pour les frères d'habiter ensemble. Donc, ce constat, il n'y a rien de spécialement brillant avec ça, et tout au cours de l'histoire, les hommes ont trouvé des raisons de se réunir d'une façon ou l'autre. Et au Moyen-Âge, en Angleterre, tout comme en France, il y avait des confréries qui réunissaient des professions, surtout, ou des marchands, que ce soit des marchands de vin, de soie, de laine, etc., qui permettaient un échange, je suppose, d'idées, d'astuces professionnelles et de bonhomie générale. Avec la réforme protestante, donc au XVIe siècle, beaucoup de ces confréries soit cessent d'exister, soit se voient réduites à un minimum très strict. Donc, suit ensuite une période très difficile avec la guerre civile en Angleterre et avec le règne de Oliver Cromwell. Tout ce qui est partage social devient très rare, très difficile. Donc, pour se réunir, si on veut retrouver des amis, il reste peu d'endroits où le faire. À la suite de la restauration de la monarchie, il y a les tavernes qui auront bien sûr toujours existé. Le problème avec les tavernes, le même problème en France, c'est que très vite, les discussions sérieuses ou précises deviennent très difficiles au fur et à mesure qu'on consomme de la bière, qu'on s'amuse et qu'il est très difficile de faire un filtre des gens qui y sont permis de rentrer. Au XVIIe siècle, avec l'arrivée du café et du thé, naissent les coffee shops, qui deviennent des lieux non seulement de consommation de café et ou de thé, mais aussi d'échanges commerciaux. C'est effectivement autour de la bourse de Londres. Et c'est de là d'où viennent les premiers clubs. C'est donc effectivement des endroits qui sont peut-être un peu plus sobres et plus sérieux que les tavernes de la City, où des hommes se réunissent pour retrouver un lieu de discussion, que ce soit sur des questions de littérature ou de politique, ou bien sûr de commerce. Si par exemple on lit la vie de William Hogarth, le peintre et dessinateur du XVIIIe siècle, on voit que ces tavernes avaient très vite, ces cafés, effectivement, avaient très vite un caractère spécifique, que ce soit politique ou artistique, où des gens se réunissaient un peu selon le concept allemand de la Stammtisch, c'est-à-dire qu'il y avait des réguliers qui venaient une fois par semaine ou tous les jours, mais quand même qui avaient un sort de bail, si on veut, sur une table ou une salle dans ces lieux où ils pouvaient discuter et partager des idées. Et donc, à cette époque-là, naissent les premiers cercles les plus prestigieux qui vont s'organiser de plus en plus au fur et à mesure du XVIIIe siècle, jusqu'à ce qu'au XIXe siècle,
on commence à vraiment trouver des traces physiques qui restent jusqu'à nos jours de l'implantation de ces associations. En ce qui concerne donc les membres, c'est à l'origine très simplement des intérêts en commun, que ce soit des intérêts politiques pour des partis qu'on appellerait aujourd'hui libérales, les Whigs, ou les partis réactionnaires qu'on appellerait aujourd'hui les Tories, à ne pas confondre avec les conservateurs, ou sinon effectivement des liens plus artistiques tels le théâtre ou la peinture ou autre. Il faut aussi bien souligner que c'est à cette époque-là que la maçonnerie connaît soit sa naissance ou renaissance selon ce qu'on pense des confréries médiévales, et que ces groupes maçonniques sont, au moins en Angleterre, mais peut-être aussi en Autriche, peut-être un peu moins en France, ont aussi cet aspect convivial, social, au moins à l'origine. Donc, au XIXe siècle, beaucoup de ces clubs réussissent, prennent une telle taille qu'ils peuvent se permettre d'acheter des immeubles, c'est-à-dire des maisons, des hôtels particuliers où se loger. Au XIXe siècle, donc, cette influence est peut-être au plus fort. Pourquoi? Parce que c'est au moment où Londres s'agrandit le plus rapidement, et aussi parce que le train permet de réunir des gens en ville assez facilement. À la fin du XIXe siècle, donc à l'époque où on a où a été écrit l'extrait de Sherlock Holmes que je vous ai lu, ça connaît donc son apogée. Et avec le XXe siècle, ça commence à devenir un peu plus comique, que pour des raisons variées, notamment l'influence de la Première Guerre mondiale et certainement de la Deuxième, les clubs perdent un peu de leur importance, ou au moins de leur cachet en tant que lieu de discussion et d'influence très sérieux. Ça devient effectivement on peut dire que oui, la réputation de certains se dégrade. Et donc, dans la littérature, au moins, c'est très souvent des lieux où les auteurs se trouvent pour se moquer des soi-disant membres. Donc, P.G. Wodehouse avec le Drones Club. Donc, le Drones Club est le club de Bertie Wooster, rempli de fils à papa qui ne font que des bêtises à longueur de journée et qui n'ont pas à se fatiguer avec le travail, ou sinon dans les romans de Evelyn Waugh ou même de Jean Le Carré dans l'après-guerre, ça devient effectivement des lieux un peu endormis, avec des vieux monsieur dans des fauteuils en cuir qui s'endorment à 3 heures de l'après-midi derrière un journal. Donc, voilà un peu de l'historique au moins de la réputation. Pour répondre donc aux 3 questions, qui sont ces membres? Donc, comme j'essaie de vous expliquer, à l'origine, c'est uniquement une question d'intérêt en commun, qui révèle que, peut-être à la différence de la France, la société britannique est quand même un peu plus fluide que celle en France. C'est-à-dire que des gens de classe sociale un peu différente, quand même, il ne faut pas dire qu'il y a un mélange absolu, ont plus de facilité à se réunir. Il n'y a pas de honte à se mélanger au travail pour les membres de l'aristocratie. Le commerce a une telle importance dans la société londonienne que les échanges sont peut-être plus faciles qu'ils le sont en France. Vous savez que je ne suis pas du tout expert des salons littéraires du XVIIIe siècle, mais on voit quand même que ces salons tenus par des femmes, si je comprends bien, majoritairement parce que leurs maris se sont ruinés avec les aventures de Monsieur Law, sont de nature plus raffinée que les clubs londoniens. Comment devenir membre? Le principe, je pense, pour l'expliquer le plus succinctement, étant que en Angleterre, on a un très grand, au Royaume-Uni, on a un très grand respect pour la sphère privée, c'est-à-dire on a la fameuse phrase « The Englishman's home is his castle », que donc
en tant qu'association libre, tant qu'il n'y a rien de contre la moralité publique qui s'y passe, les gens sont libres de s'associer comment ils veulent. Donc, le principe est très simple, il faut être proposé par des membres et non et correspondre aux critères de l'association. Donc, si quelqu'un a le malheur de présenter quelqu'un que les autres membres considèrent non approprié pour le cercle, on retrouve le concept du blackballing, très simple, parce que au moins dans les clubs les plus anciens, il y avait deux vases. On mettait une bille blanche si on votait pour et une bille noire si on votait contre. Et selon les règles, une seule bille noire pouvait effacer la candidature d'un nouveau membre. Dans certains cas, c'est une bille noire en vaut 5 blanches, etc. Donc, le principe étant que c'est un lieu de connexion et de réseau, voilà, tout simplement, pour des raisons soit semi-professionnelles ou quasiment culturelles ou artistiques. J'ai conscience que j'ai parlé très longtemps, donc je vais juste vous terminer avec une rapide présentation du Travelers Club de Paris. Le Travelers Club de Paris, donc, né en France grâce à des Anglais et des Américains qui veulent reproduire ce qu'ils ont connu dans les clubs londoniens, à peu près au milieu du 19e siècle, et non en 1903. Ce qui se passe en revanche en 1903, c'est que le club achète l'hôtel de la Païva sur les Champs-Élysées et y est installé depuis. Le principe étant que c'est un cercle à vocation à avoir des membres de plusieurs pays et non uniquement français. Et même si je ne me trompe pas, la majorité, au moins une minorité très importante, doit être anglo-saxonne. Voilà, je suis juste conscient que vous n'avez pas des heures et des heures pour m'écouter. Donc, je vais peut-être m'arrêter là, sauf si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, Grégory. Je pense que nous prendrons les questions à la fin, si vous êtes d'accord. Très bien, très bien. Nathalie, est-ce que vous êtes là? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci Grégory pour cette très belle introduction générale sur les clubs à Londres. Je vais essayer d'ajouter certains détails particuliers au club que je représente ce soir, que vous voyez derrière moi. Je suis navrée que nous puissions nous voir en personne ce soir, bien sûr, mais cela nous donne la possibilité, je l'espère en tout cas, de vous donner un petit tour virtuel de l'établissement, et j'essaierai au cours de ma courte présentation de vous montrer certaines photos du Reform Club. C'est une belle transition puisque, alors Grégory, vous avez parlé du Travelers Club de Paris. Le Reform Club à Londres est adjacent donc au Travelers de Londres, qui est le bâtiment qui est juste à droite de ce Reform Club, qui est situé sur Pall Mall, au 104 Pall Mall très exactement, donc le cœur du Club Land, puisque c'est là qu'on y retrouve un certain nombre des grands clubs, notamment des clubs politiques du 19e siècle dont vous parliez, pour diverses raisons, l'une étant bien évidemment la proximité de Westminster. Nous sommes tout proches du cœur du Parlement anglais, du Parlement du Royaume-Uni. Il suffit en gros de traverser le parc de St. James et vous arrivez à votre... Donc le choix de l'emplacement n'est pas anodin de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce que le Reform Club ?
dont vous avez, je pense, entendu parler, puisqu'il est effectivement nommé dans la littérature française. Phileas Fogg non seulement démarre et termine son tour du monde en 80 jours, Phileas Fogg, si vous lisez le début du roman, est parlementaire et membre du Reform Club. Donc il y a une raison très précise pour laquelle il fait son pari dans cet établissement, c'est son club. C'est comme on dit en anglais, c'est son home away from home, essentiellement. Le Reform Club, en tant que club, en tant que cercle politique, est fondé en 1836 par un jeune parlementaire, Edward Ellis, qui est un parlementaire Whig, et qui fait partie d'un groupe de jeunes parlementaires nouvellement arrivés au Parlement grâce au premier Reform Act de 1832. Et ce que le Reform Act de 1832, qui est voté par la majorité Whig au Parlement à cette époque, en fait, c'est ce que certains voient comme l'agrandissement de la démocratie en Angleterre, puisque cela permet d'étendre le droit de vote à un nombre plus large de la population. Ce n'est plus seulement un droit qui vous est octroyé si vous êtes membre issu de l'aristocratie, c'est octroyé à des personnes issues de différentes classes sociales, puisque c'est encore le cas à l'époque. Il faut quand même être propriétaire, évidemment, de terrains ou de biens immobiliers. Donc, ce n'est pas une démocratie complète, mais c'est un début. Pour la petite histoire, l'acte du Parlement qui accorde en 1918 le droit de vote aux femmes est le 4e Reform Act. Donc voilà, c'est de là que le nom Reform est issu pour ce club. Et à cette époque-là, en 1836, donc il y a une arrivée sur Londres de tout un tas de jeunes parlementaires qui n'ont pas forcément de pied-à-terre sur Londres, qui ne sont pas forcément non plus les bienvenus dans la branche plus traditionnelle, plus aristocrate des Whigs, qui a tendance à être membre de Brooks. Et donc la branche plus modérée des Whigs n'est pas forcément très ouvert à l'idée d'intégrer ces jeunes radicaux, et donc ils ressentent le besoin de créer leur propre club. C'est ce qui arrive donc en 1836. Très vite, ils ont le besoin de construire un grand bâtiment à la taille de leurs ambitions. Et ce qui est important de retenir, c'est que nous sommes à une époque où le Parlement britannique a brûlé. Et donc, il n'y a pas d'endroit, de lieu pour tous ces jeunes gens qui sont pleins d'idées, pleins de pensées libérales et progressistes, pour se rassembler. Et donc, c'est avec ça en tête que ce très grand palace est construit en 1841. Une compétition est lancée pour la construction du Reform Club, et c'est l'architecte Sir Charles Barry, qui a précédemment été donc l'architecte du Travellers, juste à côté, qui gagne la compétition, donc avec un tas d'idées originales pour l'époque. Son style s'inspire énormément, comme le Travellers juste à côté, mais de manière encore plus poussée, le style classique de la Renaissance italienne. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent le bâtiment, l'inspiration du Reform Club, c'est le Palazzo Farnese à Rome, qui est aujourd'hui le siège de l'ambassade de France à Rome. Et Charles Barry, d'ailleurs pour la petite histoire, en parallèle ou peu de temps après, est également l'architecte du House of Parliament que l'on connaît aujourd'hui, mais qui est fait dans un style tout à fait différent. Ce qui est intéressant, et je vous montrerai après en photo un petit peu, c'est que les intérieurs, les couleurs se ressemblent beaucoup. Donc on est vraiment dans un club à l'époque parlementaire, très politique, très orienté sur la politique,
où donc tout un tas de parlementaires peuvent se retrouver. On dit que beaucoup de décisions y sont prises. Et si vous regardez un petit peu l'histoire politique de l'Angleterre au XIXe siècle, les membres du Parti libéral sont tous membres du Reform Club. On dit même que l'un de nos comités, le comité politique du Reform Club, est un passage obligé si vous voulez devenir parlementaire, si vous voulez être élu parlementaire pour le compte du Parti libéral de l'époque. Alors, je finis un peu sur l'histoire politique du club. Vers 1885 ou 86, le Parti libéral en fait se coupe en deux sur les questions de Home Rule en Irlande, et une partie donc des membres du club se sépare de l'autre moitié pour créer le National Liberal Club. Il y a donc, à partir de la fin du 19e siècle, donc 2 clubs libéraux dans Londres. Du coup, l'influence politique du Reform Club diminue nettement depuis cette époque. Et je dirais depuis la fin de la Première Guerre mondiale, ce n'est plus du tout un club politique, c'est simplement une plateforme ouverte. Et je vous dirai par après comment on peut le rejoindre. Bref, donc ça c'est un petit peu pour l'histoire politique. Le dernier Premier ministre anglais à être membre pendant ses fonctions, c'est Asquith, qui est Premier ministre justement pendant la Première Guerre mondiale. Et nous avons une salle qui s'appelle The Cabinet Room, qui est nommée d'après justement Asquith parce que la petite histoire dit que c'est là qu'il menait ses réunions de cabinet et que de nombreuses lois proposées par son gouvernement ont été préparées dans cette salle du Reform Club. Voilà. Winston Churchill sera membre du Reform Club aussi, mais démissionne avant de devenir Premier ministre parce que justement, l'un des candidats qu'il propose pour élection a été blackballed, comme vous l'expliquez, Grégory. Donc voilà pour la petite histoire. Je vais peut-être vous parler un petit peu de certains des membres qui ont été célèbres, qui ont été membres du Reform Club. Avant cela, juste un petit mot sur l'utilisation du club. Le club, déjà au XIXe siècle, est un club social. Et l'objet du club, depuis sa création, est d'être un social club for reformers. Donc, d'un côté, vous prêtez serment au First Reform Act de 1832, mais à côté de ça, vous y venez aussi pour bien manger, pour bien boire, etc., pour faire toutes ces activités sociales que toute personne de bonne compagnie fait dans son club. Et pour cela, il faut bien sûr des chefs, des gens qui savent faire très bien la cuisine. Et le premier chef du club est un Français, c'est Alexis Soyer, qui vient sur Londres donc au début des années 1830 pour fuir en fait la révolution de 1830 sur Paris. Et Alexis Soyer est un chef un peu éponyme ici parce que c'est le premier à introduire la haute gastronomie française dans les clubs privés, pas seulement dans les hôtels particuliers, dans les familles aristocrates. Et par après, quand il quitte le Reform Club, et c'est intéressant, enfin, je mentionne parce que c'est ce qu'on dirait, c'est très dans l'esprit du Reform Club, il s'associe entre autres à Florence Nightingale pour travailler sur des sujets d'approvisionnement en alimentation pour l'armée anglaise, notamment dans le conflit dont m'échappe en Turquie au XIXe siècle. Mais donc c'est quelqu'un qui, bien qu'il soit un chef de haute gastronomie, qui a l'habitude de faire des banquets. Et si j'arrive, je vais essayer de vous montrer une photo d'un de ces banquets.
Non, je ne l'ai pas ici, pardon. Je vous ferai simplement un petit commentaire. C'est quelqu'un qui s'est aussi intéressé aux soup kitchens et donc à l'approvisionnement des plus pauvres. Voilà pour la petite histoire. En dehors de tous les membres politiques que nous avons pu avoir, qui comptent un certain nombre donc, de premiers ministres, de ministres et de parlementaires, nous avons eu aussi un certain nombre de figures littéraires. Alors Grégory, vous parliez de Sherlock Holmes. Eh bien, son créateur, Conan Doyle, est membre du Reform Club. Hilaire Belloc, Arnold Bennett, Henry James. Henry James est membre du Reform Club. Henry James, qui donc, pendant de longues années est installé à Rye, dans le sud de l'Angleterre, a fait du Reform Club sa résidence londonienne quand il est sur Londres. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'une des raisons pour laquelle nous avons ce grand bâtiment, c'est qu'il y a juste un peu moins de 50 chambres dans laquelle les membres peuvent rester, peuvent dormir. Nous avons également eu un certain nombre d'économistes dans les années 20, 30 et 40, un certain nombre d'économistes souvent associés à la London School of Economics et à un club au sein de la London School of Economics qui existe, qui s'appelle aussi le Reform Club, sont membres du Reform Club. Donc le plus célèbre, c'est William Beveridge, qui est le père de la réforme de l'après-guerre, mais également Friedrich Hayek. Et puis deux Français qui rejoignent, qui sont membres du club, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, et à l'époque où Charles de Gaulle a son quartier et les quartiers des forces françaises libres sur Carlton Gardens, qui est donc de l'autre côté, qui est juste derrière le club. Les deux Français en question sont Robert Marjolin et Raymond Aron. Voilà. Donc ça, c'est pour vous parler un petit peu de l'histoire du club. J'aurai sûrement beaucoup d'autres choses à vous dire. Si j'ai encore un petit peu de temps, je vais essayer de vous montrer quelques images de l'intérieur du club. Voilà, quand vous entrez dans le club, vous entrez dans cette partie du club qui s'appelle le saloon, qui est en fait une architecture typiquement italienne. Vous le voyez encore ici, dans lequel donc on peut effectivement déambuler. À l'étage se trouve voilà la galerie. Dans des couleurs donc tout à fait similaires aux couleurs parlementaires. Nous sommes dans les tons de rouge sombre et de vert foncé, qui représentent la chambre haute et la chambre basse, ou enfin la chambre des Lords et la chambre et le House of Commons. Et c'est comment dire, ce sont des éléments de couleur qu'on retrouve vraiment dans tout le club. Là, vous voyez un petit peu sur les contours de portes. Et puis, bon, il y a de très grandes salles. Alors, je vais vous montrer ici The Library, à l'époque de la construction du club, qui était effectivement la bibliothèque du club. Il faut savoir que le fondateur de la library du British Museum est membre du Reform Club au XIXe siècle, et qu'il lance donc un principe de library au Reform Club, qui aujourd'hui compte à peu près 80 000 ouvrages, alors qu'ils sont essentiellement des ouvrages non-fiction, donc pas de romans, mais des essais politiques, des ouvrages économiques, enfin des biographies, etc. Et de mémoire, c'est la deuxième bibliothèque privée la plus large au Royaume-Uni, et qui continue d'être qui continue d'être fourni par des donations de membres ou par des acquisitions pour les membres.
Alors, la library aujourd'hui, ou la salle qu'on appelle la library, n'est plus une bibliothèque du tout, hein, ou un endroit de lecture. C'est en fait devenu une salle de réception, et ce depuis la fin du 19e siècle déjà. Mais je vous montre un petit peu des images de cette salle assez fastueuse. Pardon, je m'enlève du background pour que vous la voyez bien. Parce que c'est effectivement une salle très, très spéciale ici pour des réceptions. Je finirai peut-être rapidement avec voilà, le logo du Reform Club qui reprend dans ces éléments tous les éléments qui représentent le Royaume-Uni. Donc vous avez le thistle de l'Écosse, vous avez la fleur dont le nom m'échappe en français évidemment, et puis donc tous les éléments qui représentent l'Irlande, qui représentent les 4 pays qui composent le Royaume-Uni, sont présents dans le logo du Reform Club. Aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est un club qui n'est plus politique du tout. C'est un club, mais qui a une communauté de membres très divers. Pardon, je vois des questions. La procédure, alors ça reste une procédure je dirais, de cooptation. Bon, je vous rassure tout de suite, les Black Balls, c'est terminé. On est même passé aux signatures électroniques, surtout en cette période de Covid où il est un peu difficile de toujours signer dans le livre des candidatures pour coopter un nouveau membre. Mais en tout cas, voilà, c'est un principe de cooptation. Il faut que quelqu'un soit votre proposer, votre parrain. Et puis, il faut un deuxième parrain ou marraine pour entrer au club. Et j'insiste sur le mot marraine parce que donc, peut-être fidèle à sa tradition, fidèle un petit peu à son objet, le Reform Club a été quand même le premier de ces grands clubs londoniens à accueillir les femmes en 1981. Il aura quand même fallu près de 150 ans pour y arriver. Mais en tout cas, c'est le premier à franchir ce pas. Et ce dont nous sommes assez fiers, c'est que donc, non seulement les femmes sont acceptées pour être membres à part entière, elles sont membres justement à part entière, exactement au même terme que leurs collègues masculins. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai beaucoup parlé. Je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez, bien évidemment. Je pourrais parler beaucoup plus longtemps sur le club, bien sûr, mais je pense qu'il est temps de laisser la parole à d'autres. Merci beaucoup, Nathalie. C'était absolument fascinant et merci pour ces magnifiques photos qui nous ont beaucoup donné envie, fait voyager en tout cas. Donc, merci beaucoup. Rory, est-ce que maintenant... Je te laisse la parole. Oui, bonsoir et merci et bienvenue au Savile Club. C'est là. Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire que je ne suis qu'un membre ordinaire du Savile Club à Londres et du New Club à Édimbourg et que je ne représente ici aucun des 2 clubs à quelque titre officiel, c'est clair. Mais on m'a demandé de dire 1 ou 2 choses à propos de ces clubs. Alors voilà, je suis membre du club Savile Club, ou Savile, depuis 8 ans et j'ai rejoint le New Club l'année dernière. Le bureau de mon entreprise est à côté du Savile à Mayfair. En tant que tel, je visite régulièrement. Toujours comme ça. Pourquoi devenir membre de ces clubs? Le but de mes clubs est social et non professionnel. Ce n'est pas un club d'affaires comme les autres peut-être. Le Savile a des similitudes avec le New Club. Ils étaient tous les 2 appelés le New Club. Le Savile a changé de nom. Lequel a déménagé à Savile Row en 1871. Le New Club à Édimbourg a été créé à la suite de la chasse calédonienne
en 1787, lorsque les membres ont décidé d'améliorer encore la vie sociale de la capitale en formant un nouveau club d'élite consacré à la bienséance, la politesse et le bon goût. Selon l'éditeur écossais ou Écosse, Robert Chambers, c'est un club pour messieurs de rang et de conséquence. En fait, il y a une connexion française aussi. Le premier clubhouse de New Club s'appelait Bale's French Tavern and Coffee House. Une bar portant le nom du propriétaire, Monsieur Jean Bale. Aujourd'hui, il y a un Bale's Bar dans le New Club à la manoir de lui. Et la deuxième similitude entre les clubs est qu'ils ont tous deux des listes de membres distingués de caractère. Oscar Wilde, l'écrivain Oscar Wilde, a décrit sa ville comme une véritable république de lettres, bien qu'il ait ensuite déclaré qu'il n'y avait pas une souveraine parmi eux. Cela dit, sa ville compte parmi ses anciens membres comme l'auteur de Peter Pan, L'île au trésor, La guerre des mondes et en fait le plus jeune représentant du prix Nobel de littérature. Il a également eu comme membre une variété d'acteurs, de journalistes et de musiciens, y compris l'acteur Sir Henry Irving, l'écrivain Stephen Fry et le compositeur Edward Elgar. C'est très anglais, n'est-ce pas? Il y avait également un nombre important de membres du clergé et au moins 17 lauréats de prix Nobel, dont 14 lauréats en sciences au Savile Club. Pour ceux qui sont intéressants en sciences, vous serez peut-être intéressé d'apprendre qu'au moins 11 membres de la famille Darwin ont été membres du Savile. La famille est l'une des rares dynasties du Savile. Combiné avec une panoplie de poètes comme Evelyn et Yeats, deux fondateurs du Scottish National Party et des mathématiciens comme John Venn, l'inventeur du diagramme de Venn, ont fait d'un club un mélange intéressant de personnalités. Le New Club, en revanche, compte à peu près tous les succès de la haute société écossaise, dans l'ami, la gloire, la politique et les affaires depuis sa fondation. Je compte moi, 6 premiers ministres parmi ses membres et presque trop de généraux et de juges de la haute cour de justice du Royaume-Uni. La similitude la plus importante est cependant que ce sont les deux clubs où les membres vont pour s'amuser. Cela pourrait prendre la forme de concerts, de discussions, de dîners, de fêtes ou simplement d'une veille ou plusieurs. Je dirais qu'au Savile, la bar, c'est ici, la salle de bal et le restaurant principal sont les 3 endroits les plus fréquents. Le New Club, une belle vue sur Édimbourg aussi, c'est le meilleur vue sur le château d'Édimbourg en Écosse. Il dispose également d'une salle à manger de première classe, mais dans un style très différent du Savile Club. Aucun des deux clubs politiques, pas club politique, et c'est très important. En fait, j'aime la phrase que j'ai inventée pour décrire une conversation typiquement savilienne où, en anglais, the parties involved are speaking at cross purposes, but none of them are cross. Et en français, les membres ne sont pas d'accord, mais qu'odieux. Il y a bien sûr des différences entre les clubs. Je dirais que le Savile est plus musical que le New Club, à mon avis, et compte aujourd'hui un pourcentage plus élevé de journalistes.
Le New Club, en revanche, compte plus de personnes à la fois en nombre et qui aiment le sport de campagne, peut-être digne de ses origines. L'élément principal est que le caractère du club reflète bien le membre. Il se trouve que la Saville a des musiciens et des écrivains incroyables parmi ses membres, comme il a été établi comme le club d'un mélange d'hommes de professions et d'opinions différentes. Et c'est encore la même aujourd'hui. Les membres du New Club ont des intérêts divers et non moins intéressants. En effet, les deux clubs ont une bonne réputation dans la Clubland pour avoir des jeunes intéressants ou siens de leurs membres. En effet, l'écrivain et savillien, Winston Graham, a déjà décrit la Saville comme le club le plus intéressant de Londres. C'est juste un avis de Winston Graham, mais c'est entre intéressant, je crois, et un élément distinctif de la Clubland au Royaume-Uni et à travers le monde anglo-saxon. Développé à partir de la capacité d'individus intéressants à s'associer librement les unes avec les autres, les clubs ont pu se développer avec cette liberté et ce sens du choix. En fait, les deux clubs possèdent également une reçue enviable de réciproque. J'ai eu le privilège de visiter des clubs à travers le Royaume-Uni, l'Amérique, l'Afrique et l'Asie. Tous ont des individus comme la Saville et le New Club qui rendent votre séjour agréable en raison d'une bonhomie qui existe entre et au sein des membres. Ces clubs sont des espaces privés de la tête. Cela ne signifie pas qu'ils agissent contre la tête, mais ne sont indépendants et montrent la différence entre le monde anglo-saxon et la francophonie peut-être. En effet, ce point et d'autres ont été illustrés par probablement le plus célèbre membre français de Saville, Maurice Drouon, qui était également secrétaire perpétuel de l'Académie française. Donnant un discours au Saville en 1968, Drouon a dit en anglais, une langue qu'il aimait, "When in France, I'm asked about the difficulties through which your country is passing, and the question is accompanied by pessimistic prophecies, I reply, don't worry, as long as a Savile Club exists, England is in no danger. And I go on to explain what I mean. As long as there are clubs in this country, institutions where men of different temperaments, origins and professions enjoy meeting together in a place they have chosen and in a society which has chosen them, to talk around a table and over good wine, to confide their problems to each other, to help each other solve them, to express their opinions while respecting those of others, and to share their knowledge with their fellows. As long as all that endures, British civilization is not really threatened." He went on to say, "The French have no such thing as club life. The few clubs that exist in Paris bear no resemblance to yours, either in the way they are run, or above all, in the sort of life that is led behind their doors. Yet there is an institution, over 300 years old, whose members, although they don't lunch there, don't dine there, don't drink there, don't sleep there, and meet there only once a week, are still in the habit of saying about it, c'est notre club. That institution is the Académie Française." Alors, en termes simples, le New Club et la Saville existent pour socialiser avec les jeunes intéressants, des conversations intéressantes et de plats et de vins de première classe. Magnifique, à mon avis. Qu'est-ce que ne pas aimer? Merci à vous.
Thank you so much, Rory. Merci beaucoup, Rory, pour cette description absolument passionnante du Savo Club et du New Club. Maintenant, nous avons le grand honneur d'avoir Madame Anne-Elisabeth Moutet qui va nous parler, continuer cette discussion sur les clubs. C'est à vous. Merci. On ne vous entend pas. Je vais essayer de voir si je ne peux pas mute. C'est bien là? C'est parfait, merci. Vous entendez quelque chose? C'est parfait. Alors d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Ensuite, je constate avec admiration que votre événement est plein de gens sérieux, d'une immense érudition. Et moi, je suis une journaliste et devais donc être pas très sérieuse, très dispersée et très anecdotique. Mais je dois dire qu'au fur et à mesure que j'écoutais les trois intervenants, je prenais quelques notes et puis je me disais, bon voilà, toutes sortes de choses sympathiques et qui sont tellement vraies. Et si je prends les choses dans le désordre, Maurice Druon a naturellement tout à fait raison de dire qu'il n'y a pas de club français comme les clubs anglais. Ça n'existe pas, ça n'est pas la même chose, ça ressemble à c'est différent de la société britannique, tout comme la société française est différente, des clubs britanniques, tout comme la société française est différente de la société britannique, et c'est pour le plus grand plaisir de tout le monde. Maurice Druon a appris à apprécier les clubs anglais quand il était dans la France libre. Je suis d'une famille dont le père était au même endroit au même moment, et donc lui aussi avait appris à apprécier considérablement les clubs, et ce qui fait que quand il est rentré à Paris en 1944, il est allé s'inscrire à l'Interallié, où il avait quelques amis, et donc ça s'est fait assez facilement. L'Interallié ayant d'ailleurs, qui est mon club aussi, ça a été mon cadeau pour mes 18 ans, de devenir membre de l'Interallié. Il y avait l'avantage que comme j'étais fille de membre, mon père n'avait pas besoin de payer un droit d'entrée, ce qui l'arrangeait bien lui, et j'ai dit merci papa. Mais l'Interallié a une tradition qui est particulière parmi les clubs parisiens, et c'est que c'est un club qui a été créé en 1917 au moment de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Jusque-là, les officiers qui se battaient se réunissaient au vieux cercle militaire qui était comme l'actuel place Saint-Augustin, mais le gros machin art déco qui a été construit vers 1920 n'existait pas encore. Le club précédent était un peu exigu, et on s'est dit, il y a tous ces officiers américains qui arrivent, et comment est-ce qu'on va faire? Et à ce moment-là, Maurice de Rothschild a dit, écoutez, j'ai une maison rue du Faubourg Saint-Honoré, je vous la donne. Et c'est comme ça que l'Interallié s'est trouvé, à la différence d'autres clubs parisiens, par exemple le Nouveau Cercle de l'Union, avec ça, son propre immeuble. Et les parrains étaient les maréchaux Pershing et Foch, pour la raison absolument évidente que c'était d'abord un cercle militaire. En 1918, c'est devenu un cercle civil, et la tradition d'avoir des membres de tous les pays s'est donc continuée à l'Interallié, et pour les membres étrangers, l'un de leurs parrains doit être leur ambassadeur. Alors l'Interallié, comme certains clubs anglais, mais pas le Savile, ce qui est un de mes grands regrets, Rory, est un cercle qui accepte les femmes membres, et nous sommes maintenant, nous aussi, comme au Reform Club, membres à part entière, alors que pendant des années, on a été dames associées, ce qui était une manière élégante de dire qu'on n'était pas tout à fait aussi sérieuse que ces messieurs, mais si on regarde dans les autres clubs parisiens, c'était tout de même un énorme avantage, puisque ni le Jockey, ni le Travelers, ni l'Auto n'acceptent de membres féminins, et donc quand on est une fille, si on a vaguement l'envie d'aller dans un club, c'est celui-là, ou alors c'est les trucs qui sont dans le Bois de Boulogne et qui sont un peu différents. Et par ailleurs, probablement dû aussi au fait que mon père s'était fait plein d'amis anglais à Londres, j'ai été à l'école en Angleterre, et donc j'ai une grande appréciation du vrai club, le club britannique. Il y a une expression en anglais que Rory n'a pas utilisée, mais qui est évidemment importante, c'est is he clubbable? Et être clubbable, ça veut dire, est-ce que vous pouvez vous entendre avec un certain nombre de gens avec qui vous allez avoir des choses en commun et des choses pas en commun, mais vous aurez plaisir à vivre d'une manière qui n'est pas une manière de représentation comme dans un salon en France, mais l'expression bonhomie a été utilisée, c'est exactement l'expression qui convient. Un club parisien, c'est très agréable, mais il y a un quant à soi français qui n'est pas tout à fait le quant à soi britannique, qui est vraiment une chose tout à fait différente.
Alors, je ne suis pas rentrée dans l'extraordinaire historique de Nathalie Roman, qui m'a absolument fascinée. Alors, du coup, j'étais tellement surprise que je suis allée voir Nathalie Roman sur Internet, ce truc qui fait disparaître l'opacité des clubs, et j'ai découvert qu'elle appartient à un autre club encore plus chic que le Réforme. Elle est l'un des élèves non japonais de la Hitotsubashi Université. Et alors ça, franchement, je suis très impressionnée, surtout si les cours étaient en japonais. Vraiment, c'est une chose extrêmement chic et tout à fait rare. Si c'est la même Nathalie Roman, mais je pense que c'est la même Nathalie Roman. Absolument. Pardon, c'est vous, hein? Oui, absolument. C'est à la fin de mes études. Pardon, c'est à la fin de mes études à HEC que je suis partie à l'université de Hitotsubashi. Et c'était les cours en japonais? Oui. Je suis incroyablement appréciative de tout ça, je trouve ça superbe. Alors, je ne vais pas rentrer totalement dans l'histoire, mais je vais récupérer des petits bouts d'anecdotes dont j'espère que ça amusera un tout petit peu les gens. Notre ami tout à l'heure a parlé des gens qui étaient dans le bow window, c'est-à-dire dans la fenêtre arrondie qui donne sur la rue Gregory a dit ça. Je ne sais pas si c'était en nommant le club, mais ce qui est certain, c'est que d'où vient la tradition de la bow window, ça vient de White's, qui est un club particulier. C'est en Grande-Bretagne, c'est le club le plus prestigieux, même si aujourd'hui toutes sortes de gens qui ne sont pas membres ou même qui en ont été membres disent, vous savez, c'est un peu mélangé. Mais White's avait une bow window sur St. James Street, et dans cette bow window ne pouvait s'asseoir, parce que sinon ça aurait été un solécisme épouvantable, que les membres du groupe d'amis de Beau-Brummel. Donc on peut dater ça assez facilement puisqu'il s'enfuit en France poursuivi par ses créanciers vers 1820. Je retrouverai la date exacte, je ne sais plus si c'est 1818 ou 1820, mais avant c'était le plus grand dandy de Londres, et non seulement le plus grand dandy de Londres, mais l'homme qui a déterminé ce que c'était que l'esthétisme masculin, de la mode masculine du 19e siècle. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce que c'est que la bow window où ne sont admis que les amis du Beau-Brummel? C'est un club à l'intérieur du club. Parce qu'il y a quelque chose de complètement de poupée russe, j'ose à peine dire ça en parlant de club britannique, mais il y a une imbrication dans la notion de club qui est pratiquement à l'infini dans la société anglaise. Vous avez un club, et puis à l'intérieur du club, vous avez encore autre chose, et puis à l'intérieur du petit club, vous avez un groupe de copains, et puis tout ceci est... vous l'absorbez au bout d'un certain temps, personne ne vous l'explique, ce n'est pas écrit dans les règlements du club, mais ça fait partie de l'esprit du club. Vous allez me dire, mais ça fait un petit peu partie de l'exclusion. Et oui, un club, c'est aussi défini par les gens qu'on ne laisse pas rentrer. Et là, Grégory a parlé de la technique de la black ball. À ma connaissance, ça existe toujours au Jockey Club, qui a la réputation comme le White, c'est le club le plus chic, ou en tout cas certainement le plus aristocratique de Paris. Son équivalent à Londres étant malgré tout, parce que le Jockey Club a un objet social qui sont les courses de chevaux, c'est évidemment un autre club britannique tout à fait remarquable qui est le Turf Club. Alors, je dois dire que j'ai eu la gentillesse d'amis qui m'ont invité à déjeuner dans des clubs où on ne laissait rentrer que les messieurs autrement, mais on peut inviter une femme à déjeuner, et j'ai eu la très grande chance d'être invitée à déjeuner pour la première fois de ma vie au Garrick Club, qui est un club formidable rue Garrick, qui avait été fondé pour des artistes du théâtre classique britannique à la fin du XVIIIe siècle. Et la première personne qui m'a emmené au Garrick Club, c'était George Weidenfeld, l'éditeur, que j'étais allé voir pour faire quelque chose, organiser sous sa houlette, aider à organiser une conférence, et qu'on a parlé pendant une quinzaine de minutes, et il a dit « Venez déjeuner à mon club ». Alors, il y a tout de suite ce moment où quelqu'un vous dit « Venez déjeuner à mon club » et on dit « Bon, il n'a pas honte de me montrer à son club », ce qui est une initiation sociale très importante dans la notion, en tous les cas, britannique du club. Et donc, on arrive au Garrick, qui est un endroit qui est un club d'artistes, de journalistes, d'écrivains, etc. Et la première personne que nous rencontrons, à l'époque où le Garrick n'avait pas encore été refait avec
d'une propreté, d'une beauté admirable, mais c'était moins pittoresque. Donc on rentre les marches un petit peu abîmées de ce superbe bâtiment classique, et la première personne qu'on rencontre avant même d'avoir poussé la porte, c'est Sir Isaiah Berlin, le philosophe, avec qui George Weidenfeld commence à avoir une grande conversation. Et à ce moment-là, c'était il y a plus de 20 ans, et je me suis dit, bon, bah, ceci est le point haut de ma vie, et je dégringolerai ensuite à partir de ce moment. Et rien ne m'est jamais arrivé depuis qui correspondait effectivement à quelque chose d'aussi important dans ma vie. Au Garrick Club, à l'époque, on ne laissait rentrer les dames que dans une salle à manger pour les dames, qui était dans un coin. Et franchement, on était acceptés, comme disent les Britanniques, on tolerance. Et on me l'a bien fait sentir, mais de toute façon, j'étais avec des gens qui étaient tellement extraordinaires que mon infériorité avait été établie. Et si vous avez vécu au Japon, vous connaissez probablement ce sentiment aussi, puisque être japonais, ça consiste à faire partie d'un club. Lequel club? Et le club des vrais japonais, et tout le reste, c'est comme les gens qui n'appartiennent pas à un club. Donc c'est comme ça. Dans la série, toujours des anecdotes, puisque j'ai dit que j'allais enfiler des perles plutôt que d'être une personne sérieuse. On a dit pendant longtemps que la Chambre des communes était un club. À un moment, la Chambre des communes n'est plus devenue un club. Et moi, qui ai travaillé pour lui, avec des hauts et beaucoup de bas, je daterai le moment de la fin où la Chambre des communes n'est plus un club, au moment où Robert Maxwell, qui est député de l'Oxfordshire, décide, pour améliorer les finances de la buvette de la Chambre des communes, qui est un excellent restaurant pas cher d'ailleurs. Principe du club, on ne vous fait pas payer très très cher le restaurant, et il a décidé de vendre la cave. Alors ça nous... À partir du moment où, comme député, il a décidé qu'il allait vendre toutes les superbes bouteilles que la Chambre des communes avait accumulées au cours des siècles, littéralement, et qu'on avait déjà la définition de qui était Robert Maxwell, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait des coups d'asset stripping, de vente d'actifs qu'on pouvait faire qu'une seule fois, et après lesquels on se retrouvait, à tous les sens du terme, beaucoup plus pauvre. Et je pense que quand la Chambre des communes a perdu cette cave sensationnelle, eh bien, ça a été à un certain moment le début de tous les défauts de ce que j'appellerais la professionnalisation à la fois des clubs et de la politique. Sur quoi je voulais rentrer? Je ne sais pas si Rory va nous dire à un moment ou à un autre s'il est sérieux, il est question de laisser rentrer les femmes au Savile, parce qu'en revanche, je suis allée au Savile plusieurs fois, on est maintenant très gentiment accueillis pour peu qu'on soit invité par quelqu'un, mais c'est vraiment probablement l'endroit à Londres où je serai le plus heureuse de toute mon expérience. C'est un endroit magique, sympathique, et l'esprit club y est vraiment. Donc toujours la question de bonhomie. Mais par ailleurs, si on prend ce qui était peut-être l'esprit du Savile il y a 150 ans, White's est un club où se perpétue le meilleur et le pire de la public school britannique, et c'est tout à fait, ça découle tout à fait de source que chez White's, là, il y a un prix décidé par les membres du club, et c'est The White's Shit of the Year Prize, c'est-à-dire qui est le type parmi nos membres qui est vraiment, franchement, le salaud le plus manifeste. Ça a été gagné par Lagacan, qui s'en est vanté, parce que c'est comme ça qu'il faut faire quand on vous insulte en Angleterre, c'est dire, je suis extrêmement fier d'être allé en prison, d'être White Shit of the Year, etc. Et ça vous donne aussi une facette de l'extraordinaire boule de dancing que représente la compréhension de la notion de club chez les Britanniques. Les clubs britanniques, naturellement, aussi cités par Grégory, font terriblement partie de la tradition littéraire. C'est formidable que quelqu'un comme Jules Verne, qui aimait beaucoup la Grande-Bretagne, fait commencer évidemment le plus célèbre, le Tour du monde en 80 jours, au Reform Club. Il fait aussi commencer les 500 millions de la Begum, je crois, aux Travellers. C'était un de ces Français qui, en avance de l'entente cordiale, avait déjà acquis cette anglophilie dont les Français sont parfaitement capables, il n'y a pas que Marcel Kébir dans la vie, et qui a amené finalement à l'acquisition par la France de la tradition du club. Et je pense que c'était aussi important que Grégory disait qu'au départ, les clubs étaient des endroits où à la fois on discutait et on travaillait dans la City et sur le port de Londres, parce qu'un autre aspect des clubs britanniques, c'est la dissémination de l'information à un moment où l'information n'est pas
pas disponibles. Et les cafés et les endroits où on boit le nouveau chocolat, où on boit le nouveau café, et qui vont donner naissance à des clubs ensuite, ce sont des endroits où, par exemple, des gens comme le géographe Hakluyt recueillent des informations sur ce qui s'est passé pour différentes expéditions qui ont été financés par des membres du café, ou tout au moins des habitués du café qui vont devenir des membres du club. Et cette information faisait la différence entre une faillite littérale, parce que si on est 20 amis à financer un bateau qui doit aller pour ramasser des choses d'une manière plus ou moins élégante aux colonies, et que le bateau coule, c'est fini pour vous. Si vous avez vendu des actions et qu'il n'y a pas encore d'autorité des marchés financiers pour vous empêcher de profiter de l'information du délit d'initié, il y a aussi ça. Et l'un des grands clubs de Londres qui a un peu changé sa structure et qui était directement né de ça aussi, c'est Lloyds, la fameuse société d'assurance. Et quand je dis société, c'est bien parce que Lloyds, jusqu'à ce qu'il y ait une catastrophe financière il y a environ 25 ans, était littéralement un club de gens qui s'étaient associés avec une responsabilité financière infinie, sans aucune limite, et qui gagnaient en général de l'argent jusqu'au moment où tout se cassait la figure en même temps, en finançant des gens qui avaient besoin de s'assurer. Ça commence sur les mers au XVIe siècle, ça continue ensuite dans toutes sortes d'entreprises. Et donc vous voyez comment le club est quelque part organique de grands aspects de la société britannique. Il y a là-dedans une sorte d'horizontalité choisie entre les citoyens, certains citoyens, plutôt que comme nous le faisons dans les pays de loi romaine, comme l'Italie, la France, etc., la verticalité où tout est au moins contrôlé par l'État et parfois dirigé par l'État. Et ça explique aussi la différence entre nos deux pays. Alors, pour terminer cette discussion pas très sérieuse, et pour rassurer, je crois que c'est Grégory qui dit qu'en France, on fait des clubs pour faire des affaires. Je ne sais plus si c'était Grégory ou Rory. Je voudrais vous dire que l'une des règles du cercle interallié, c'est qu'il n'est pas question d'emmener ni de serviettes, ni de papier de travail ailleurs que dans la salle d'attente, enfin dans le salon d'attente ou la bibliothèque, et sinon, on n'est pas censé parler affaires. Donc, malgré tout, on a assimilé quelques trucs de temps en temps aussi en France, mais pas tout le temps. Et je voudrais donc citer quelque chose qui me paraît assez emblématique. Je ne sais pas combien d'entre vous connaît un feuilleton des années 80 qui s'est d'abord appelé Yes Minister et ensuite Yes Prime Minister, et qui est un sitcom politique britannique qui était tellement juste et tellement près de la réalité que Margaret Thatcher en a fait, non seulement elle en a fait son programme de télévision favori, mais en plus, quand ils ont reçu un prix de télévision, elle a dit « je vais leur écrire un épisode ». Alors elle s'est fait aider par son directeur de service de presse, Bernard Langham, et ils ont écrit un mini-épisode de 10 minutes dans lequel elle a joué. Vous imaginez un petit peu un Premier ministre français ou un président de la République française jouant dans un sitcom où on se moque un peu de lui, son propre rôle, c'est tout de même assez exceptionnel. Et donc, je vais vous citer dans le premier épisode de Yes Prime Minister, le ministre en question devient Premier ministre, et donc on le voit arriver dans ce club lui aussi, qui est le 10 Downing Street, où sont installés les premiers ministres britanniques. Et qui, comme les clubs britanniques, et comme le TARDIS du Doctor Who, c'est plus grand à l'intérieur qu'on le voit à l'extérieur. À l'extérieur, on voit une maison, et puis en réalité, il y a un machin assez conséquent derrière. Et vous allez voir tout de suite pourquoi je vous cite ça. Le Premier ministre se dit, tiens, est-ce que je dois faire telle politique? Est-ce que je dois accepter Trident? C'était un système de missiles qu'on devait acheter aux Américains. Et son conseiller, lui, un ami, pas son conseiller politique du ministère, lui recommande de parler au conseiller scientifique du ministère de la Défense, mais néanmoins, ce conseiller scientifique est quelqu'un d'assez particulier. C'est un homme qui n'est pas un homme du club, mais on vient tout de même lui demander des choses. Et le secrétaire du Premier ministre lui dit « He didn't go to Oxford or Cambridge, he didn't even go to the LSE ». Oxford et Cambridge, c'est ce qu'il y a de mieux. LSE, c'est le genre d'université londonienne où va quelqu'un qui n'est pas allé à Oxford ou Cambridge, mais qui vous donne une compétence un peu différente. Et
il vient et le conseiller scientifique, on dit, le Premier ministre dit, mais enfin c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire, et en plus il s'est battu à la bataille d'Arnhem, c'est un héros de la Deuxième Guerre mondiale, et son secrétaire lui répond, peut-être, mais ça ne compense pas le fait qu'il parle avec un accent autrichien. Et il y a les bons et les mauvais aspects de l'imbrication de différents cercles d'acceptation sociale en Grande-Bretagne qui étaient jusqu'à une date récente compris, implicites, acceptés ou pas acceptés, mais qui ont certainement donné naissance, comme les poussières dans les perles, à beaucoup de perles, dans les huîtres, à beaucoup de perles absolument magnifiques de littérature. Et alors, le Chief Scientific Advisor explique au Premier ministre que le Premier ministre, de toute façon, même s'il avait des bombes atomiques, il ne les enverrait pas sur Moscou. Et le Premier ministre, mais il dit comment ça? Il dit, bon, supposons que les Russes rentrent à Berlin-Ouest. Vous allez faire quoi? Vous allez lancer une bombe atomique sur Moscou? Et il dit, bah non, évidemment pas. Les Russes rentrent sur Berlin-Ouest et ensuite ils commencent à rentrer en Allemagne et ils arrivent jusqu'à Bonn. Qu'est-ce que vous allez faire? Bombe atomique? Pas vraiment. Et ça continue évidemment et il dit, vous arrivez à Calais, qu'est-ce que vous faites? Et le Premier ministre est toujours affolé parce qu'en réalité il n'a pas envie d'appuyer sur le bouton rouge comme n'importe quel être humain normal. Et à ce moment-là, le scientifique lui dit, so what is the last resort? Piccadilly? Bedford Gap Service Station, the Reform Club. Et c'est l'apparition du Reform Club dans le premier épisode de Yes Prime Minister qui est aussi un signal fort, comme on dit maintenant, que ça fait partie des endroits, les derniers endroits qu'on défendra peut-être ou peut-être pas avec le bouton nucléaire. Et la dernière chose que je vais faire, ça je vais vous lire, et j'espère que vous aurez de la patience avec moi, j'ai retiré des phrases, le début d'un livre de George Shipway de 1971 qui s'appelle The Chilean Club. Qu'est-ce que c'est que le Chilean Club? C'est un club qui a été créé par les rescapés d'une défaite aux Indes de 1849 par des officiers qui étaient blackballés ou tout au moins à qui on ne parlait plus dans leur propre club parce qu'ils s'étaient enfuis. Et donc les lâches qui sont partis, c'est pas des membres du club. Et je vais juste vous lire le début. Alors je vous dirai aussi que George Shipway, qui était un classiciste et aussi le patron le directeur d'une très bonne école primaire privée, a été le directeur du Prince Charles. L'école était Chim et ça vaut le coup de remarquer ça. Et je vous lis juste ce passage et vous verrez comment la naissance d'un club. At Brooks and Boodle's, conversation faded. Gentlemen turned their shoulders and found absorbing occupation when a man from Chillianwalla joined the group. Nobody, of course, suggested resignations. Yes, yet resignations there were, and hussar officers strode tight-lipped from the doors of clubs which they would never enter again. The issue was rarely forced, as happened on one evening when Lord Cardross, brooding over his second bottle of claret, played a lonely game of solitaire in a corner of Stanton's gaming room. Stanton's, a club of recent origin, was less particular about membership than, say, White's, whence Cardross had that morning resigned in fury. A club without black balls for blackguards, someone had called Stanton's. Cardross, meanwhile, sulked in his quarters and pondered. Eventually, he confided the result of his deliberations to his officers in the mess when the port was on the table and the servants had withdrawn. It is no use backing the fact that we are being given a damned unpleasant set down, he said. Nearly impossible for any of us to mix in society. Wherever we go in London, to clubs or private houses, some oaf turns up his nose. I, for one, am tired of living like a hermit. So, I imagine, are you. Therefore, I have given instructions that my house in Mont Place be available to every officer of this regiment whenever he should chance to be in London, to eat there, sleep there, drink his wine and take his ease. I have not used the place for years. It is, I believe, sufficiently commodious to the purpose. Et voilà. Merci beaucoup Anne-Elisabeth pour cette conversation qui était extrêmement drôle et qui nous a permis de nous évader, en même temps de nous donner une vraie réalité de ce que sont les clubs à l'intérieur. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions de nos auditeurs. On pourrait peut-être commencer par une question sur le fonctionnement des clubs. Il y en a une qui concerne le règlement.
de ces cercles fermés? Est-ce qu'il y a des règlements spécifiques? Est-ce qu'il y a une étiquette spécifique? Est-ce qu'il y a aussi des codes plus informels? Moi, j'avais lu dans un livre sur les clubs que le père de l'actuel duc du Devonshire, lorsqu'il était un peu âgé et qu'il devenait sénile, je crois qu'il était membre d'un des clubs conservateurs les plus connus, je ne me souviens plus si c'était le Carlton ou le White, si je ne fais pas d'erreur, battait avec sa canne les mollets des jeunes arrivants dans les clubs de cooptation. J'avais trouvé ça très drôle. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question sur les règlements des clubs? Peut-être Grégory, s'il nous entend. Oui, bon, avec plaisir. Bah, ça va. La réponse peut-être se trouve au sein d'une réponse à une autre question que Cécile nous a posée. Très simplement, on peut se retrouver et échanger au pub. Pourquoi donc le faire dans un club? Et c'est effectivement une très bonne question. La réponse se trouve dans les noms. Quand on l'oublie aujourd'hui, car ces règles sont très, très diluées, mais jusqu'à récemment, quand même, il y a 20 ans, la consommation de l'alcool était extrêmement régulée en Angleterre. Je crois comprendre, mais peut-être j'ai tort, qu'une partie de cette législation est venue pendant la Première Guerre mondiale pour justement empêcher que les ouvriers soient ivres le lendemain dans les usines d'armement, mais je crois que ça date quand même de plus longtemps. Donc, tout ça pour dire que dans les pubs n'étaient pas ouverts à longueur de journée. On pouvait boire de mémoire à partir de 11h30 jusqu'à 14h. Ensuite, ils étaient fermés jusqu'à, je suppose, 17h. Et aujourd'hui, on conserve quand même l'habitude de les fermer à 11h ou 11h30, sauf exception de permis exceptionnels. Et ça paraît peut-être un peu idiot de dire que c'est le cœur de la réponse, mais voilà, le nom pub vient de public house, justement que les pubs sont ouverts à tout le monde. Il est vrai que je crois que jusqu'à dans les années 70, les pubs étaient traditionnellement divisés entre un bar pour les femmes et un bar les hommes, qui était plutôt une question de coutume que de règles. Donc, l'intérêt des clubs était justement que c'était privé. Donc, l'État, les règles étaient assouplies. On pouvait faire sa cuisine interne. Donc, en termes des règles, voilà, effectivement, chaque cercle, chaque club a des règles différentes ou des petites subtilités. En général, effectivement, il faut ne pas nuire à la réputation du club. Donc ça, c'est déjà en général important de bien se comporter. S'il y a scandale, il y a une question d'honneur et donc d'être implicitement obligé à démissionner. Justement, dans mes recherches, je me rappelais d'un roman policier écrit par Dorothy Sayers, The Unpleasantness at the Bologna Club, qui est un roman très intéressant parce qu'il traite de sujets quand même assez sérieux, des séquelles sur les individus des combats de la Première Guerre mondiale. Bon, je ne vais pas vous dévoiler toute l'histoire, mais quelqu'un était essentiellement contraint à se suicider à la fin de l'histoire parce que il s'est comporté d'une façon déshonorable aux yeux des membres du fameux Bologna Club. Donc après ça, dans les règles spécifiques, oui, il y a des règles. Les intervenants dans la discussion en ont évoqué que selon la constitution du club, par exemple, il y a certaines pièces où on peut faire certaines choses et pas d'autres, que ce soit inviter des femmes, fumer, boire, parler, apporter sa serviette ou son ordinateur portable, discuter d'affaires ou pas. La règle en général, de principe, c'est quand même de préserver l'identité du cercle tel qu'il est au moment où on le rejoint. Après ça, chaque club a des petits rituels. Dans le Travelers de Paris, par exemple, il y a un escalier monumental, l'escalier d'Onyx de mémoire, où au milieu de l'escalier, il y a une sculpture d'une nymphe nue, et je crois que la tradition est de
donné une claque à cette nymphe la première fois qu'on monte cet escalier. Donc, j'imagine dans toutes sortes de clubs, il y a des règles comparables. Oui, je crois comprendre. Quelqu'un m'a dit que si on laisse son téléphone portable sonner dans la salle à manger du Jockey Club à Paris, on est essentiellement obligé à offrir une coupe de champagne à tout le monde qui déjeune au même moment. Voilà, pour justement encourager un comportement peut-être plus civilisé qu'autrement. Mais est-ce qu'il y a des règles particulières? Oui, pour répondre. C'est effectivement tout l'intérêt d'un club qu'il faut. Chaque club a son identité spécifique, mais la généralité est de ne pas apporter une mauvaise lumière au cercle par son comportement et de respecter les biens communs de l'association. D'accord, d'accord. C'est tout à fait intéressant. Merci Grégory. Moi j'ai une question. On ne vous entend pas, Olivier. Ah, si. Peut-être qu'il y a de l'écho. Vous ne m'entendez pas? Si, on t'entend très bien. Moi, je t'entends parfaitement. Ah, d'accord. Si, là, c'est bien. Ah, très bien. J'avais une question spécifique. La petite caresse à la nymphe, alors, ça se faisait à quel endroit? Sur sa cheville, sur les hanches? Il y a certaines choses qu'on ne révèle pas et on laisse à l'imagination. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions sur les clubs au Royaume-Uni, au-delà de Londres et de l'Angleterre. Donc, Rory est membre d'un club qui est à Édimbourg. Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs en Écosse et en Irlande du Nord? Tu peux nous dire ça? Oui, pardon. Je n'ai pas entendu la question. C'est pas pour Grégory, c'est une question pour Rory. Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs en Écosse et en Irlande du Nord? Yes, there are a few clubs. I've listed them in the chat, the ones that I know of, but there are possibly many others. It's picking up on one of Gregory's points, and it's something I touched on in my remarks. Every club is different, and this is the beauty of Clubland, and it engages so many people in freely associating with others, and yet the history of Clubland in the UK has been of evolution, and as we touched on with other people's remarks, and Gregory and others said earlier, that their clubs have evolved over many years, and others have evolved as well and sprung up in different areas. So in Scotland, the new club is a social club, but you also have the Scottish Arts Club, which has a very distinct focus on arts. You have other clubs elsewhere in the world that also display those tendencies, those idiosyncrasies. And this is the great thing about the world of Clubland, that it gives that opportunity for people to freely associate with those with shared interests. And in Scotland and Northern Ireland, there are a few with their own, as I say, idiosyncrasies. The Ulster Reform Club, I've never been, but it sounds like something to experience. I don't know how the experience would go, but it certainly would be an interesting and it has no relation to the Reform Club in London, but it's true there are a number of Reform clubs which have spread out throughout the whole of the United Kingdom. There's one in Manchester. There's others. So one of the things about clubs that they were not limited to the capital. They weren't limited to London or to Edinburgh. You have them in every major city throughout the country, essentially. Exactly. Perfect. Comments on that. It's true. They're around the UK.
around the world, and as I mentioned, it's developed over time, and yeah, great people to be around because it's just being interesting and having a variety of discussions as a result. But that's it. Okay, thank you, Rory. I'd like to ask a question about Margaret Thatcher. Was she a member of any club in London? I believe she was a member of the Carlton Club, and it created a bit of a stir in a way that at the time the Carlton was an all-male club, and Margaret Thatcher was the first female leader of a political party in the UK, a major political party that is, and also obviously the United Kingdom's first Prime Minister. But being the head of the Conservative Party, in effect, the leader of the Conservative Party, she was forbidden in a way initially from doing so. And I think they granted her, in that case, associate membership or membership. I can't speak for the Carlton, but I think there was some accommodation made for the great lady. Yes, I believe the title she was given was honorary member, which is something which is given, which clubs can grant. And eventually, not so long ago, but at the time David Cameron became Prime Minister, the Carlton finally agreed to open its membership to women as well, because David Cameron had said he would refuse to be a member of the Carlton Club as long as they would not admit women. And I think the Carlton Club saw it as a greater loss not to have the then Conservative Prime Minister as one of their members than not having women, essentially. Mm-hmm. And there were many Thatcherites in the Reform Club, weren't there, Natalie? Well, I mean, today the Reform Club is a broad church. As I said, it's been nearly 100 years, or possibly even over 100 years, that the club has not been attached specifically to a political party. So, some of our members might be members of the Conservative Party, of the Labour Party, of the Liberal Party. We do not have as many members of parliament or even members associated with government, such as civil servants and others, as we used to have. We've become, like other social clubs, a very diverse community of members, essentially. So you actually might find some Thatcherites in the Reform Club. They might be rarer than in the Carlton Club, which to this day remains very much associated and affiliated to the Conservative Party. But we're an open church. Je crois qu'Anne-Elisabeth a une anecdote à nous raconter à propos de Madame Thatcher au Carlton. Alors, quelle est cette anecdote, Anne-Elisabeth? Faites-nous rire. Associée déjà quand elle était la présidente du Parti conservateur, parce que même ça, le président du Parti conservateur, en principe, je crois, devient membre du Carlton. Mais ce qui est certain, c'est que quand elle est devenue Premier ministre, elle est allée déjeuner au Carlton. Il y avait, après la victoire de l'élection, il y avait un déjeuner, et qu'elle a demandé si elle pouvait se laver les mains, etc., juste avant le déjeuner, et qu'ils ont été obligés de la faire descendre 3 étages au sous-sol, aux toilettes des femmes de ménage, et qu'elle ne l'a pas oublié. D'accord. C'est amusant ça. Alors, il y a d'autres questions, je crois, sur la hiérarchie entre les clubs anglais ou britanniques au sens large. Est-ce qu'il y a des clubs plus réputés que les autres? J'imagine que oui. Qui veut prendre cette question? Grégory, peut-être. Grégory? J'active mon micro. Alors, une hiérarchie, effectivement, oui. Vous m'entendez? Oui, tout à fait, oui. Oui. Bon. Donc, effectivement, c'est un peu... Il n'y a rien de strict ou d'objectif dans ça, mais effectivement, il y a une certaine hiérarchie. Il y a des clubs qui sont certainement plus prestigieux que les autres. Rappelons-nous le principe expliqué ou évoqué par Groucho Marx,
des frères Marx qu'il ne faut jamais être membre d'un club qui nous sollicite en tant que membre. Donc, il y a bien sûr une question d'exclusivité. Les plus prestigieux ne sont effectivement pas sur Pall Mall, mais en réalité sur St. James. Donc, la rue, à la fin de Pall Mall, quand on arrive au palais de St. James, à droite, il y a une avenue qui monte vers Piccadilly, et c'est là où se trouvent White's, Pratt's et d'autres, je ne me souviens plus, il y a 2 ou 3 autres, mais c'est plutôt là que, soi-disant, sont les clubs les plus prestigieux. Pourquoi? Parce que ils ont alors, bien sûr, je souligne bien que c'est une question totalement subjective, soit parce qu'ils sont relativement petits. Par exemple, le club de Pratt n'a essentiellement qu'une salle à manger, avec la place pour une 40aine de personnes, et c'est tout. Il n'y a pas de salon, il n'y a rien d'autre que la salle à manger. Ou sinon parce que les membres, effectivement, ont tendance à être de vieilles familles aristocratiques ou proches de l'aristocratie, plutôt qu'avoir un membership plus élargi. Et après ça, c'est vraiment une question de goût ou d'allégeance politique. Que certainement, il y a ceux qui sont, par exemple, oui, justement, des libéraux ou des Whigs convaincus ne seraient pas très contents d'être membre de White. C'est pareillement quelqu'un avec des idées plutôt réactionnaires ou conservateurs hésiterait, s'il était fidèle à ses propos, à postuler pour le Reform ou le Liberal Reform Club, etc., tout en étant tout à fait capable de déjeuner là avec un ami qui est membre et qui a des idéaux totalement opposés aux siens. Donc, il n'y a pas de querelle. Et voilà, donc une hiérarchie, oui, et en termes de taille, effectivement, c'est important, de la qualité de l'immeuble, et après ça, il y a bien sûr la qualité de la cuisine, de l'accueil, etc. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas trop évoqué lors de la discussion, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, donc, il y a beaucoup de changements très importants dans la société britannique, pour toutes sortes de raisons, parce que essentiellement, on crée l'État social-démocrate à la version anglaise, aussi la grande mixité que la guerre avait encouragée, et toutes sortes de choses font que beaucoup des clubs disparaissent ou commencent à disparaître. Donc, il y a certains clubs qui cessent carrément d'exister. J'ai du mal à en citer un comme ça tout de suite, mais il y en a beaucoup qui sont contraints à vendre leurs immeubles et se réunir avec d'autres. Donc, il y a parfois des alliances qui sont un peu bizarres. Celle qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est à St. James Square, donc une place juste à côté de Pall Mall. Déjà, peut-être en hiérarchie d'immobilier, il y a St. James, Pall Mall et ensuite tout ce qui est à côté. Donc, peut-être on est déjà en territoire de troisième classe. Mais il y a the East India Club, qui est un bâtiment extrêmement impressionnant et grand, mais qui abrite aussi l'ancien Public Schools Club, donc les membres des écoles privées, qui, depuis les années 60, logent chez le East India Club. Et il y a beaucoup de clubs qui ont cette double vocation. Donc voilà, donc tout ça aussi peut-être est une marque de distinction de la capacité de survivre au vent et marée des derniers 150-200 ans. Merci Grégory. Il y avait une autre question, puisque tu as évoqué l'effet de la guerre sur la déperdition des clubs, sur l'impact de la crise sanitaire actuelle sur les clubs. Est-ce que ça les met en danger financièrement? Est-ce que ça risque d'appauvrir leur membership? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Je veux bien l'essayer puisque j'ai le nez dans ces questions à longueur de journée. En tout cas depuis 6 mois. La sanitaire, bien évidemment, a eu des effets dans notre cas particulier, mais ça a été le cas de beaucoup des clubs londoniens. Nous avons fermé nos portes pendant 3 mois pour évidemment des raisons sanitaires et parce que les
les réglementations du gouvernement ne nous permettaient pas de rester ouverts. Donc nous avons réouvert les portes depuis début juillet, mais bien évidemment les choses sont difficiles dans la mesure où un certain nombre de nos membres hésitent encore à revenir dans leur club. Et ce qui est intéressant, nous avons fait une enquête auprès de nos membres, ce n'est pas tant le retour au club qui leur pose problème, parce que vous avez peut-être remarqué, c'est quand même des endroits avec beaucoup d'espace où on peut effectivement offrir certains services d'hospitalité avec des mesures sanitaires renforcées, distanciation sociale et autres. Mais toute la difficulté, c'est de venir jusqu'au club, bien évidemment. Donc les choses sont plus difficiles. Alors, comme beaucoup d'autres secteurs, nous avons jusqu'à présent eu droit à des subventions de l'État, ce qui nous a permis de survivre. Et puis, on sent quand même de la part des membres un engouement pour leur club et donc des membres qui sont tout à fait prêts à participer, à soutenir financièrement leur club pour que, bien évidemment, au sortir de cette crise, ils aient de nouveau un club dans lequel ils puissent revenir. Merci Nathalie. Je crois qu'Alicia a identifié une question sur la moyenne d'âge dans les clubs. Alicia, je te passe la parole. Oui, alors on peut se demander quelle est la moyenne d'âge ou l'âge médian de ces clubs. Est-ce que c'est encore le cliché dont on parlait Grégory au début ou est-ce que ça s'est rajeuni? Comment est-ce que vous percevez la démographie des clubs aujourd'hui? Je veux bien commencer, ça change, cela change bien sûr d'un club à l'autre. Je dirais qu'au niveau de l'âge, la moyenne d'âge n'est pas forcément la bonne question. On a une grande diversité d'âge. Donc, dans ces clubs, on peut devenir membre à partir de l'âge de 18 ans, comme vous nous l'expliquiez, Anne-Elisabeth. Et c'est vrai que très souvent, pour je dirais, des générations de membres qui sont proposées par leur père ou par un membre de la famille, ça peut être le cas, effectivement, d'être proposé dès l'âge de 18 ans. Donc, il y a des groupes et il y a souvent parmi ces groupes, parmi ces clubs, des groupes de jeunes. Donc, chez nous, par exemple, on a à peu près 150 de moins de 25 ou 30 ans. Et entre groupes de jeunes parmi les clubs, ils ont une activité sociale assez importante. Donc, je sais qu'il y a un quiz, par exemple, avec les autres clubs. Je pense que le groupe du Saville y participe les années où ça a lieu aussi. Il peut après y avoir évidemment des rencontres en général sociales, ou bien des jeux d'échecs, de bridge, etc. Également entre clubs. Hein, donc, c'est pas seulement restreint à son propre club. Après, il faut aussi... il y a une certaine loyauté quand même à ces clubs. Une fois que vous êtes membre d'un club, il est rare que vous partiez dans un autre club. Donc, on reste membre du club en moyenne assez longtemps. Et puis, évidemment, avec l'augmentation de l'espérance de vie, ça veut dire que forcément, la moyenne d'âge augmente aussi. Notre membre, non pas notre membre le plus âgé, notre membre qui est membre depuis le plus longtemps, donc 75 ans et presque centenaire. Voilà. Après, il faut bien sûr penser aussi à qui a le temps de venir de passer du temps dans un club. Et en général, c'est pas quand vous êtes en début de carrière ou en train d'économiser pour acheter votre maison ou bien de fonder une famille que vous avez le plus de temps pour être membre d'un club. Donc voilà, ça tend à élever un petit peu plus la moyenne d'âge, mais bon, comme dit, c'est très varié. Voilà. La moyenne chez nous est d'une 60aine d'années. Oui, effectivement. C'est un petit peu âgé, malgré tout, encore qu'on peut rester tout à fait jeune à cet âge-là. Merci beaucoup, Nathalie. Je crois que Cécile voulait intervenir, Cécile Dangelin, qui est
représentante de l'Institut Montaigne à Londres et qui a été la fondatrice du UK Charity Trust de Sciences Po, voulait intervenir sur la façon dont Sciences Po pouvait avoir accès à certains clubs à Londres. Cécile. Oui, je voulais juste rassurer tout le monde. On peut avoir accès au club anglais même si on n'est pas membre. En fait, grâce à un membre, notamment à Sciences Po, on a plusieurs anciens qui sont membres du Reform Club d'ailleurs, ou du RAC, ou du Carlton Club. Et en fait, grâce à eux, on a organisé de multiples événements, des dîners, des conférences, des galas. La plupart des galas du Sciences Po Alumni UK Charity Trust ont été réalisés au sein de clubs. Et d'ailleurs, en fait, on a tous les premiers mercredis du mois, on a des drinks avec les anciens Sciences Po et tous les élèves de Sciences Po qui sont en échange à LSE, à King's, etc. Et tous les premiers mercredis du mois, tout le monde se réunit au bar du RSE. Et les élèves adorent, évidemment, leur premier contact avec Londres, pouvoir venir dans un tel club, ça leur fait très plaisir. Bon, alors évidemment, cette année, c'est un peu différent, malheureusement. On est obligé de remettre tout ça plus tard et on a hâte qu'on puisse retrouver nos clubs préférés. Moi, je me souviens avec émotion de ces drinks du mercredi lorsque j'étais à Londres. C'était un vrai plaisir, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alicia, je fais appel à toi aussi. Je crois qu'il y en a une sur le coût de l'affiliation. Combien coûte un ticket d'entrée dans un club? Ça, c'est une question relative au fonctionnement. Est-ce que quelqu'un veut y répondre? Rory, peut-être. Par exemple, le Savile Club, ça coûte cher? It depends. It depends on the style of membership, and I say every member has the same rights in the club, but they do have a young membership scheme that's been very popular over the past 10 years. I've joined under it. And it's just a discount on fees. So in terms of being expensive, membership is not particularly expensive. And actually the Savile itself has, in its history, wanted to attract people on the basis of their character rather than how much they can spend, how much money that they can afford for the membership. So that was part of the rationale to reduce the fees for younger members. I say younger members, I'm 35 and I'm still classified as a younger member, but it goes in swings and roundabouts. Of course, going about the age question earlier, it should be noted that an older member the other day joined a number of younger members for a poker game. And being a seasoned bridge player and card player generally, he took us all to town and took our money from us. So actually, sometimes you could say it's slightly more expensive in the grand scheme of things to be a younger member. But yeah, I'll leave that to your judgment. Merci Rory. Peut-être qu'Anne-Elisabeth pourrait nous raconter une anecdote très récente sur les clubs. Est-ce que certains hommes ou femmes politiques sont membres de ces clubs? Est-ce que ça a fait jaser parfois? Est-ce que le débat sur l'ouverture aux femmes, par exemple, est-ce que ça a vraiment un écho dans la société britannique, d'après vous? Le micro. Voilà, ça y est, pardon. Alors là, on parle de deux choses particulières. Le débat sur l'ouverture aux femmes, dans le cas spécifique de David Cameron, qui est tout de même quelqu'un qui savait ce que c'était que la communication, c'est que c'était évidemment inacceptable d'être membre d'un club qui n'acceptait pas les femmes, et donc il leur a dit « vous acceptez les femmes ou je m'en vais ». La chose que ça vous disait d'abord, c'est qu'il était membre de Whites à 40 ans, ce qui est aussi informatif. Mais c'est quelque chose qui était arrivé au père de George W. Bush, le premier président Bush, qui était membre de
du Yale Club, enfin pas le Yale Club, ils prennent les femmes, mais un autre club en Californie dont le nom va me revenir, qui est assez varié, mais qui était vraiment un club de l'élite américaine qui se cache mais qui existe. Et ensuite, c'est devenu une question récurrente chaque fois qu'il y avait un président américain. Êtes-vous membre d'un truc qui n'accepte pas les femmes, les noirs, les juifs, etc. En France, j'ai vraiment l'impression que la question ne se pose pas. Alors, tout à fait pour l'anecdote, l'Automobile Club, qui est probablement l'immeuble le plus splendide de Paris, même si l'intérieur n'est pas très intéressant, c'est la façade de Gabriel, puisqu'il est place de la Concorde, et il a été refait assez récemment, assez bien. C'est un beau club, mais il y a une superbe piscine avec des mosaïques 19e siècle, et ces messieurs se baignent sans maillot de bain. Je vais vous dire que moi, je ne veux pas être membre de cette vision, parce que ces messieurs sont très rarement justement des jeunes gens de 18 ans, et donc on n'est pas très attirés. Je ne sais pas ce qui se passe pour le jockey, où j'ai peu d'habitude mais quelques amis, et je crois que les gens qui sont membres du jockey ont tellement intégré la notion de tradition que leurs épouses pouvant maintenant venir déjeuner au jockey et dîner au jockey, la chose a été acceptée de façon courante, et dans ces milieux-là on se marie. En Grande-Bretagne, la question se pose, et j'ai un ami qui est membre du GARIC et qui régulièrement fait campagne pour que les femmes y soient admises. Et c'est vraiment, le GARIC est vraiment un club intéressant, avec des membres connus, des prix Nobel, des écrivains. Enfin, vraiment, on a envie d'être membre du GARIC. Et malheureusement, les statuts qu'il est difficile de changer au dernier moment, parce qu'on n'est tout de même pas managé par Charles Pasqua, disent qu'il faut une majorité des 2/3 pour changer ça. Et ils ont une majorité pour l'admission des femmes, mais ils n'ont pas de majorité des 2/3. Et donc, régulièrement, quelqu'un revient à la charge, et ça prend un certain temps. J'ai toujours ma question pour le Savile, parce que c'est une grande frustration en ce qui me concerne. Mais est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des demandes sociales? Non, et pour une raison très simple, et spécialement maintenant, depuis une dizaine d'années, ça ne va pas s'arranger. Là, on est arrivé dans une rhétorique particulièrement égalitariste, et donc tous les membres de clubs, que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, ne le disent pas, parce que immédiatement, vous vous rendez compte qu'il y a les Gilets jaunes sont allés attaquer Fouquet's. Fouquet's, c'est un restaurant pas particulièrement chic ni particulièrement cher par rapport à d'autres sur les Champs-Élysées. La notion même d'un club privé est quelque chose de terrifiant, et donc il y a vraiment une espèce de je ne vais pas dire une omerta, mais enfin, on n'en parle pas, c'est pas devenu quelque chose. Et comme malgré tout, la façon dont un certain nombre de privilèges, pour utiliser un mot à la mode, se perpétue, c'est qu'on y fait accéder des gens qui ont un pouvoir plus ou moins de décision. Vous avez des journalistes qui sont en général admis dans certains clubs, pas tous. Vous avez des réunions de journalistes qui existent, et je ne peux pas citer de nom, mais en revanche, je peux vous dire que le Siècle, le fameux club politique et des médias, et qui a été créé par Georges Bérard-Kellin il y a une quarantaine d'années, et qui est vraiment le club auquel toute la nomenclatura française, tous les patrons les plus importants, les hommes politiques les plus importants, l'inspection des finances, ce que vous voulez, est membre à Paris. Ça se réunissait à l'Auto. L'Auto a eu ses travaux. Denis de Kergorlet, le nouveau président, ça fait 6 ou 7 ans qu'il est là, de l'Interallié, a trouvé l'occasion pour inviter le Siècle à se réunir à l'Interallié, et maintenant le Siècle se réunit à l'Interallié. Eh bien, je vous jure qu'à partir de là, l'Interallié ne va pas faire l'objet de déclarations intempestives expliquant que c'est un lieu de privilège répugnant et qu'il faut absolument en obtenir la fermeture. Ces choses-là existent dans des itérations différentes absolument partout. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans notre chat, ou est-ce que quelqu'un souhaite intervenir avant que nous ne fermions cette séance tout à fait passionnante, parce que l'heure tourne et que chacun a aussi une vie en dehors des clubs et de Sciences Po. Agnès Bureau-Mira nous dit qu'à Paris, le Siècle des femmes a été créé par des femmes et pour des femmes, et il n'y a pas d'hommes. Excellent. Est-ce que quelqu'un d'autre a une anecdote? Je ne sais pas. Nathalie, vous avez une petite anecdote, non, sur les femmes, notamment qui n'ont pas le droit d'être membres au Travelers Club?
Oui, effectivement. Donc, mon fils est avec moi, peut-être futur membre du Reform Club lui-même. Donc, il y a effectivement encore un certain nombre de clubs. Le Travelers s'ajoute à la liste de ceux que Anne-Elisabeth a mentionné plus tôt. Et alors, à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote parce que, bon, entre clubs, on s'entraide quand même de temps en temps quand on a des difficultés ou tout simplement besoin des services des uns ou des autres. Donc, il est arrivé une occasion où toutes nos chambres étaient prises et puis donc une de nos membres avait besoin de pouvoir accéder à une chambre et donc nous l'avons invité à se présenter au Travelers Club juste à côté. Malheureusement, cette membre en question était l'ancienne présidente c'est le Equality Commission au UK et sa première expérience au Travelers a été de se retrouver dans une salle où on lui a expliqué assez sèchement que bien que les femmes soient acceptées, bien sûr pas en tant que membres, mais en tant qu'invitées au club, la salle où elle se trouvait était réservée aux membres masculins. Donc, vous pouvez imaginer que j'ai reçu une lettre assez salée de la part du membre en question le lendemain m'expliquant que comment le Reform Club pouvait faire aller ses propres membres dans un club aussi traditionnaliste. Voilà. Mais je suis horrifiée, Nathalie, à l'idée que, j'imagine que quelqu'un de chez vous avait dealé ça avec le Travelers et que le Travelers n'ait pas respecté sa parole. Si, non, elle a pu rester au club, elle a pu dormir à ce club, mais bon, elle n'a pas été évidemment acceptée dans les salles qui sont exclusivement réservées aux membres masculins du Travelers. Et donc, la malheureuse coïncidence, c'est que le membre en question était l'ancienne présidente de l'Equality Commission au UK. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie. Est-ce que Grégory veut ajouter un mot de clôture, comme il a fait l'ouverture C'est très gentil. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, on n'a pas vraiment traité de la question du pouvoir, qui est quand même, je crois, une question que Alicia a évoquée, au moins qui était évoquée dans votre mail d'invitation. Très simplement, ça dépend entièrement des membres. Aujourd'hui, le siècle, effectivement, me semble avoir une influence beaucoup plus importante que certains autres cercles parisiens qui sont peut-être plus connus. Et effectivement, pour terminer sur les questions de l'avenir de ces clubs, c'est clair qu'aujourd'hui, si on veut vraiment être proche du pouvoir ou de l'influence, il faut plutôt chercher le patron de Google ou de Facebook qu'un membre en tweed qui va ronfler après son déjeuner dans un club poussiéreux. Donc, en réalité, le pouvoir aujourd'hui se trouve probablement plutôt dans des clubs à demi-sens, comme Soho House, que dans ces clubs traditionnels de Phileas Fogg, de Mycroft Holmes, du Drones Club, etc. Mais pour terminer sur une note peut-être plus chargée d'espoir, pour revenir à la question de qu'est-ce que la crise sanitaire va faire pour nous, dans le long terme ou dans le moyen terme, il y a quand même des questions très compliquées à traiter sur la question de se rassembler en ville, à proximité, etc. Et au moins pour moi, je suis peut-être, j'ai une déformation professionnelle parce que je travaille dans l'immobilier, donc j'investis dans les bureaux. Je crois vraiment que l'importance de se réunir, de se retrouver est très importante pour tout être humain, que justement le Zoom, le Teams et autres ne vont jamais remplacer le contact humain, et donc peut-être un avenir où les gens vont se réunir pour justement pouvoir parler sans masque, sans crainte, etc., et plus proche que l'on pourrait le croire. Et finalement, voilà, le principe au cœur de tout ça, j'ai vu une des dernières questions était à quand le club Sciences Po. Justement, faites-le. Le principe est quand même que
les gens se réunissent autour d'idées en commun. Si vous voulez des femmes, plutôt que postuler à des cercles qui ne les admettent pas, pourquoi pas créer des cercles beaucoup plus heureux ou simples. Et voilà. Et donc, je pense que c'est quand même un mode de fonctionnement qui a un potentiel énorme pour l'avenir. Et j'espère que voilà, cet aperçu très large et très détaillé va encourager certains à réunir des amis et des connaissances dans de nouveaux clubs qui vont justement donner de l'élan à ce principe pour les siècles à venir. Merci beaucoup, Grégory. Je crois que nous pouvons nous quitter sur ces deux notes d'espoir et cette idée. Cette note d'espoir, c'est qu'effectivement, les gens continuent à se rencontrer d'une façon physique et non pas uniquement par Zoom et par Teams, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. Ça permet de nouer des relations de confiance authentiques sur le long terme. Et puis, bien entendu, cette idée aussi de créer un club pour Sciences Po, c'est une très bonne idée, même si à la vérité, l'association des anciens de Sciences Po, qui se dénomme maintenant Sciences Po Alumni, contemporanité oblige, est en quelque sorte un club. Mais c'est vrai que nous pourrions acheter un hôtel particulier dans Paris et avoir une statue de chat qu'on pourrait caresser à l'entrée, car, comme le dit Anne-Elisabeth, le ronronnement des chats guérit de tout. Je crois que ce serait une très bonne idée. Je vois que l'heure tourne, donc je voudrais tous vous remercier, à commencer par nos intervenants pour votre participation à cet événement qui était tout à fait intéressant et drôle, et vous dire que nous nous retrouverons bientôt, peut-être autour d'une dégustation de whisky, nous l'espérons, si les règles sanitaires le permettent, à la fois les règles de la ville de Paris et les règles de Sciences Po. Pour le moment, ça ne sera pas possible. Et puis, nous avons aussi l'idée d'inviter M. Michel Barnier à nous raconter l'histoire du Brexit, sans doute à la clôture des négociations. Et comme je vous le disais, bien entendu, si vous avez des idées d'événements, n'hésitez pas à nous en faire part à Alicia ou à moi. Voilà. À bientôt. Merci encore à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.